7h20 sur Radio J, l'heure de retrouver Élie Carmon à votre micro, Eva Soto. Élie Carmon, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Vous êtes expert en contre-terrorisme et chercheur à l'université Reichman en Israël. Alors, la riposte de l'Iran et du Hezbollah se fait attendre suite à l'élimination d'Ismaïl Haniyeh et d'un haut commandant du Hezbollah. Pourquoi est-ce que ça met si longtemps? Même si ils ont décidé, au moins rhétoriquement, de attaquer Israël, un coup dur, comme ils ont dit, ils doivent se préparer. Ils doivent se préparer, et entre-temps, il y a des choses régionales et globales qui influent sur la décision, surtout des Iraniens. Lesquelles? C'est d'abord sur la décision des États-Unis d'aider ouvertement Israël, d'envoyer des forces navales très importantes et d'une certaine manière menacer l'Iran pour ne pas arriver à une guerre régionale. Et ça a du poids. Et ça a du poids, Élie Carmon. Pourquoi ça a du poids? Sans doute parce que s'il y a disons, une escalade qui sort du contrôle tant des Iraniens comme du Hezbollah ou d'Israël, les États-Unis seront impliqués. Ça implique aussi des alliés comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte et la Jordanie. Et donc, les États-Unis, surtout avant les élections de novembre, ont tout intérêt de calmer la situation. Et on voit que même le président Poutine de la Russie, même s'il a envoyé des renforts, surtout pour la défense anti-aérienne, et a envoyé son général Shoigu pour discuter avec les Iraniens comment répondre au challenge israélien, il a déclaré qu'il ne veut pas une guerre généralisée parce qu'il est très inquiet de perdre le contrôle de la Syrie. Élie Carmon, est-ce que ça veut dire que l'Iran a peur? Il n'a pas peur, mais il a ses intérêts. Jusqu'à maintenant, tout a joué en sa faveur. C'est-à-dire la guerre à Gaza continue. Hezbollah a décidé une certaine escalade dans les dernières semaines, surtout il y a 2 ou 3 jours. Ils ont tiré très près de Nahariya, Akko et même de Tzfat. Ça, c'est déjà une escalade sérieuse et qui peut, comme je dis, sortir du contrôle du Hezbollah et d'Israël. Et ça veut dire, vous dites, jusqu'à présent, tout jouait en faveur de l'Iran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui ne joue plus en faveur de l'Iran? Tout ne joue plus en faveur de l'Iran. Vous le dites vous-même, hein, la guerre continue à Gaza. Il y a toujours des attaques du Hezbollah contre Israël, même si ce n'est pas une attaque massive. Qu'est-ce qui ne jouerait plus actuellement en faveur de l'Iran? Une guerre régionale, à ce moment-là, ce moment-ci ne sert pas les Iraniens parce qu'il y a encore le projet nucléaire qu'ils veulent continuer sans aucun... la communauté internationale et même les États-Unis n'ont pas rien fait pour arrêter complètement le projet nucléaire. Et ça, c'est le plus important. Et ils ont peur que dans une guerre totale, la première chose qu'Israël fera, et peut-être même les États-Unis, bombarderont les sites nucléaires les plus importants. Et même pourront perdre le contrôle, par exemple, du Liban, parce qu'on ne sait pas comment va finir un conflit au Liban. Ce sera très difficile pour Israël, mais aussi ça peut détruire le pouvoir du Hezbollah et ça peut peut-être changer complètement la donne dans cette région. Et ça aussi en Syrie. Comme je dis, les Russes n'ont pas intérêt à perdre la Syrie, qui est une base très importante contre l'OTAN et aussi une base régionale. Et il y a déjà un conflit d'intérêts entre les deux parties, la Russie et les États-Unis, l'Iran. Il y a encore la Turquie. Ça peut renforcer le pouvoir de la Turquie. Et donc, tout ça doit être pris en considération. Il y a un nouveau président qui, on dit qu'il est beaucoup plus pragmatique, plus modéré. Et on parle d'une discussion ou un conflit d'intérêts dans le leadership iranien. Comment répondre à l'action d'Israël qu'ils doivent démontrer, à mon avis. Élie Carmon, ça veut dire qu'Israël ne sera pas attaqué, ça? Non, ça va. C'est sûr que ça sera attaqué. La question maintenant, est-ce que ce sera un joint venture? Est-ce que l'Iran et le Hezbollah et peut-être les Houthis vont attaquer le même jour ou les mêmes heures? Ça, c'est possible parce que je crois que le fait que Khamenei a été assassiné moins de 24 heures
après l'assassinat du chef militaire Shukr au Liban, ça donne la possibilité d'une coopération très étroite entre les deux parties, c'est-à-dire le Hezbollah et l'Iran. S'il y avait une distance entre ces actions, ça serait peut-être plus facile. Maintenant, en Israël, on considère que c'est le Hezbollah, après le discours de Nasrallah hier, c'est le Hezbollah qui peut-être commencera par une action de force. Et ensuite, les Iraniens peut-être décideront selon les résultats de ce que va arriver, parce qu'Israël a déclaré qu'il y a 3 options. Il y a une possibilité d'action préventive, c'est-à-dire au moment où Israël verra à travers ses sensors électroniques que les missiles iraniens ou de Hezbollah sont prêts, ils peuvent déjà bombarder. Parallèle, c'est-à-dire pendant qu'ils tirent leurs missiles, leurs drones, Israël va aussi envoyer ces drones ou ces missiles balistiques, ou une action très importante après avoir vu quel est le dommage provoqué par l'action de l'Iran et du Hezbollah. Eli Carmon, quand Israël veut éliminer des dirigeants terroristes, on l'avait vu, hein, notamment avec le Cheikh Yassine, Israël y arrive très bien. Ma question peut sembler naïve, mais pourquoi Israël n'a pas éliminé les leaders du Hamas avant, réellement, de façon préventive? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre tout ce temps pour que ça se fasse? Je veux vous dire, j'ai critiqué les gouvernements israéliens, cela inclut le gouvernement du général Sharon à l'époque, parce qu'ils n'ont pas fait des actions plus rapides contre les dirigeants du Hamas. Et le Cheikh Yassine a été éliminé après 2 ou 3 tentatives qui n'étaient pas réussies vraiment. Et ça, c'est une stratégie qui doit être continuée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de tuer 1 ou 2 et ensuite attendre voir les résultats. À l'époque, à cause de la deuxième intifada, Israël a tué pratiquement tous les dirigeants du Hamas et on a vu le résultat. La deuxième intifada en 2005, pratiquement, elle est morte. Le même se passe ici parce qu'on dit que le service de sécurité avait proposé à Netanyahou de tuer Sinwar 6 fois. Et Sinwar a décidé de coopérer à travers le Qatar avec le Hamas, pensant que ça va le tenir tranquille, tandis que la politique ou la stratégie en Cisjordanie sera libre de continuer de construire des colonies. C'est ça le problème de base qui a provoqué en fait le 7 octobre, c'est-à-dire la conception que Hamas sera tranquille tant qu'il recevra des appuis financiers. Eli Carmon, très rapidement, qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui pour Israël? Est-ce que c'est le Hezbollah ou est-ce que c'est le Hamas? Bon, c'est sûr que c'est le Hezbollah. Le Hezbollah a un arsenal énorme de missiles. Et il y a plusieurs milliers de missiles précis qui peuvent attaquer des bases militaires ou des infrastructures très importantes comme l'électricité ou l'eau en Israël. On s'attend à cela, c'est-à-dire ça peut arriver et cela sera très difficile pour la population surtout, mais même aussi pour les militaires qui doivent contre-attaquer. Et le fait que le Hezbollah est beaucoup plus près de notre frontière, ils ont déjà tenu Israël dans une guerre d'attrition, je crois, pour presque 10 mois, et ils n'ont pas, disons, ils n'ont réellement pas bougé de leur position. Au contraire, ils font des escalades chaque 2-3 semaines. Et le fait qu'au Liban, il n'y a pas vraiment une opposition au gouvernement qui peut arrêter le Hezbollah. Tous les efforts internationaux de provoquer ce changement au Liban n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Eli Carmon d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J pour tous ces éclaircissements. Je rappelle donc que vous êtes chercheur à l'université Reichman en Israël et expert en contre-terrorisme. Merci beaucoup Eli Carmon. Et merci